C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, ce matin dans C'est nouveau, ça m'intéresse, eh bien je vous propose de parler de dessin de presse, de liberté d'expression, également d'antisémitisme dans le dessin de presse. Et j'ai pour cela invité le dessinateur humoristique, le caricaturiste du Parisien, c'est Olivier Rançon. Bonjour Olivier Rançon. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. On va profiter de votre présence pour parler évidemment de votre parcours, de vos premiers dessins, etc. Mais avant, bien sûr, on va, puisque j'ai ouvert l'émission avec cette histoire, cette information de cette commémoration de Charlie Hebdo, parler de cela. 5 ans après les attentats, est-ce que les choses ont changé ? Je ne saurais pas dire si les choses ont changé. On voit simplement qu'il y avait eu une grande émotion sur le coup. Tous les gens avaient dit c'est scandaleux, tout le monde était Charlie à ce moment-là. Et puis peu à peu, alors que tout le monde déclarait que oui, on doit continuer, en tout cas moi je le faisais, on s'aperçoit que beaucoup de gens se mettent à vouloir censurer Charlie Hebdo pour d'autres sujets que celui-ci. Et je me suis fait la réflexion, c'est que ce sont des gens qui se portant au secours de Charlie Hebdo, le soutenant moralement après, durant les événements ou après les événements, se sont dit maintenant on a un droit de regard sur ce qu'ils font et on peut se permettre de dire ça nous plaît pas, ça c'est pas bien. Ils se sont arrogés le droit de juger finalement ce que fait Charlie Hebdo. Mais ça vous inquiète ? Ça me déplaît parce que c'est une attitude faussement compassionnelle qui consiste à vouloir aider son prochain quand il est en situation inférieure, mais tout en le maintenant dans une situation inférieure et en se croyant supérieur. Donc tous les gens qui ont défendu Charlie Hebdo, qui s'y sont abonnés, qui ont manifesté, et puis qui après viennent maintenant dire vous devriez pas faire cela. Je le dis ici, je prends pas trop de risques. Vous n'avez pas le droit de vous prendre pour des censeurs, des rédac-chefs ou des autorités morales parce que vous avez fait. Donc je pense qu'il faut laisser Charlie Hebdo continuer à déconner. Et maintenant, pour la première partie sur ce qui a changé, il y a après quelque chose qui fait que si Charlie dessine encore sur l'islam, tout le monde met ça en perspective avec ce qui s'est passé, bien évidemment. Et s'ils ne le font pas, on le met aussi en perspective. Donc, c'est devenu problématique. Mais pour ma part, puisque ça devrait être la question suivante, oui, moi je dessine le prophète, j'ai toujours défendu le droit au blasphème, je viens de faire un dessin pour le Coq des Bruyères, le site où je bosse, où suite à l'histoire du blasphème sur France Inter qui avait heurté les cathos, j'ai dessiné Mahomet, tel que le dessinait Luz, qui dit à Jésus qui porte sa croix, lui dit « Alors t'es pédé ?» Et Jésus lui dit « C'est pas parce que je suis habillé comme Conchita Wurst que tu dois tomber dans la caricature. » Voilà. Est-ce que cela signifie qu'on a perdu le sens originel de la liberté d'expression ? Non, la liberté d'expression, elle existe toujours, mais pas dans le dessin de presse, vu ce que vous avez dit. Quand même, Charlie continue, il y a d'autres choses. Je laisse de côté les dessinateurs qui ont peur ou qui disent non mais c'est pas bien de se moquer parce qu'eux aussi ils sont victimes un peu d'une certaine façon de cet événement. Ça les oblige à changer, mais je veux dire la liberté de ton, la liberté de la presse, elle existe toujours. Et il faut quand même se rendre compte qu'avant Charlie, elle était relativement réduite. Elle ne portait elle ne s'appliquait qu'aux gens que ça concernait. C'était quand la belle époque du dessin de presse ? Je ne saurais pas vous dire ça. 70-80 peut-être. Il y a quand même. Mais c'était pas à ce moment-là, c'était pas le dessin de presse. C'était la sorte de libération du droit où on a commencé à mettre du cul dans les bandes dessinées, dans les choses comme ça. Mais ça aussi, c'était parce que dans la bande dessinée, il y avait un code moral, etc. On voyait peu de filles, etc. On pouvait pas parler des sujets contemporains. C'était par la censure devenu convenu. Et quand dans les années 70 et 80, ça s'est libéré avec il y avait un l'écho mouvement des général. Savanes, fluide glacial après, et puis Métal hurlant entre autres, et à suivre. Je veux dire, c'était la belle époque pour la production de bande dessinée. Et il y avait
beaucoup de transgressions. Il y avait beaucoup de choses. On laissait faire à l'époque. On laissait plus ou moins faire, mais il y avait une ambiance générale aussi. Parce que ils avaient inventé le terme de bande dessinée pour adultes, alors que je ne suis pas tout jeune, mais quand moi, qui étais passionné de bande dessinée, qui en lisais beaucoup, je me souviens que c'était des illustrés, on appelait ça comme ça, et je me souviens d'un moniteur à Lucien de Hirsch qui nous avait qui déchirait les bandes dessinées. C'était une école juive. Quand on y repense maintenant, on voit que on est revenu à certaines images. Déchirer, détruire un livre paraît scandaleux. Ouais. À cette époque, on vous déchirait vos bandes dessinées, quoi. Dans la pratique maintenant du dessin de presse, est-ce que les attentats ont changé quelque chose? Vous, en tant que dessinateur de presse, est-ce que vous avez changé votre façon de penser? Et peut-être même très honnêtement, est-ce que vous vous auto-censurez un peu? Non. Non, personnellement non. Au contraire, je fais tout pour avoir ma fatwa, mon excommunication et mon kherem dans la communauté juive. Visiblement, ça avait sidéré. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au début, c'est ce que je disais, j'avais bouffé avec mon patron à l'époque et qui me parlait donc de Charlie Hebdo. Et je lui dis, mais ce que ça a changé pour moi maintenant, c'est que je peux faire tout. Je suis devenu intouchable. Et je lui avais dit, si j'avais été pilote de ligne après le 11 septembre, je pense que j'aurais décollé bourré. Voilà, c'était... Pour vous, la provoque, c'est le signe de la grande liberté. Si on trouve que vous êtes provocateur, pour vous, c'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est comme signe. Ça. Je veux dire, c'est... alors, c'est pas une censure, je propose beaucoup de dessins pour qu'ils en choisissent un au journal. Mais le but, pour moi, c'est de continuer à réfléchir et de faire un peu de pile-poule talmudique. On me donne un sujet... Je le retourne dans tous les sens et j'essaye de trouver quelque chose. Et puis, c'est pas forcément la première idée, ça doit être 5, mais c'est après un travail de réflexion. Donc, c'est pas à proprement parler une censure, c'est un choix qui va avec le journal. Mais dans les dessins que je fais, je glisse toujours au moins un dessin impubliable, qui parfois, de temps en temps, passe. Je raconte une histoire, c'est sur un sujet du Parisien, un sujet un peu d'été, sur les habitudes des gens partant en vacances. Et c'est-à-dire ces gens qui partent au même endroit, qui gardent la même place au camping, qui voient les mêmes gens et qui font une sorte de routine de leurs vacances. Donc j'avais traité le sujet, j'avais fait mes esquisses et il y en a une dont à ce moment-là mon chef me dit celui-là il me fait bien marrer, mais je peux pas le passer. Et il me dit, on va avoir des emmerdes avec les mémères à chien-chien. Et puis il me dit, allez, fais-le quand même, qu'on rigole un peu. Ouais. Le dessin en question, c'était un type qui était avec sa voiture, sa caravane, devant un arbre où il venait d'attacher son chien, et les chiens, il y avait autour des squelettes attachés. Et il disait, chaque année, on abandonne le chien au même arbre, attaché au même arbre. Et il y avait des squelettes. Et le dessin n'a pas provoqué de truc, il a fait rire, j'en suis content. Les mauvais coucheurs ne se sont pas manifestés, ou pas que je sache. Alors votre histoire montre à quel point parfois la limite est très très ténue, c'est-à-dire que on fait un dessin, on pense aux implications, on peut être comme ça juste à la frontière entre le publiable ou le non publiable, mais parfois dans certains domaines, et je veux parler du racisme en général, mais plus particulièrement de l'antisémitisme, parfois on passe la frontière. Il y a cette histoire d'avril 2019 avec le New York Times qui s'excuse auprès de ses lecteurs et qui décide d'abandonner toute caricature politique après la publication d'un dessin qui avait été jugé antisémite. Et que je juge moi-même antisémite, parce que je l'ai vu le dessin. Oui, on le décrit déjà peut-être ce dessin. Le dessin montrait Netanyahou en teckel, avec une étoile juive, mais il était tenu en laisse par Trump, qui lui donc avait des lunettes d'aveugle et portait une kippa. Donc c'est la maladresse dans ce dessin, c'est de dire que Netanyahou peut faire ce qu'il veut de Trump, c'est acceptable, c'est normal si on n'a pas de contexte. Mais dès lors que le dessinateur il met une kippa, alors que Netanyahou est, que je sache, pas religieux. S'il était religieux, je ne voterais pas pour lui. Bon, je déconne. Mais si Netanyahou, si on met ces symboles dedans, ça veut dire que c'est le juif et pas la politique américaine ou la politique israélienne.
Et à mon sens, ce dessin n'aurait pas dû passer, mais c'était pas les dessins qui auraient dû être après supprimés, sanctionnés. Ouais. C'est le rédacteur en chef qui est pas capable de comprendre un dessin. Et vous savez pourquoi tout ça? Parce que finalement, ce métier de dessinateur de presse survit avec des gens qui voient ça comme un bouche-trou et qui se méfient du dessin qui est censé donc être provocant, déconnant, comique. Ouais. Et ils ne le comprennent pas, ils ne le perçoivent pas comme ça. C'est une sorte de figure institutionnelle, de la même façon qu'il y a la météo ou ou l'horoscope dans le journal. Oui. Ça fait lire, on porte pas de jugement dessus. Et donc, c'est le problème, c'est les rédacteurs en chef qui savent pas expliquer un dessin. Est-ce que le cœur du problème, ce ne serait pas la connaissance, ou plutôt la méconnaissance, le manque d'information des dessinateurs, des rédacteurs en chef? Une kippa, c'est un signe religieux. Et ce n'est pas... la Magen David encore, peut-être pas, c'est parce qu'elle est sur le drapeau israélien. Donc elle peut représenter Israël en tant qu'État. Là, la kippa, c'est peut-être le signe qui fait que le dessin bascule dans le camp de l'antisémitisme, finalement. Voilà, c'est la kippa. On peut dire ça. C'est une méconnaissance. La méconnaissance des signes. Et le problème qu'on a, puisque je vais pas faire, je vais prudemment pas taper que sur les rédacteurs en chef, je vais taper aussi sur les dessinateurs, c'est que on se croit dessinateur de presse parce qu'on sait simplement dessiner, qu'on a vu des choses à la télé et qu'on va pouvoir mettre pipi caca dans un dessin ou traiter le président ou Le Pen, en l'occurrence, de con. C'est souvent des poncifs. Ça n'est pas un travail de réflexion. Et le travail de dessinateur de presse doit être un travail de journaliste. C'est d'abord je réfléchis, j'essaye de percevoir l'actualité, ce qu'il y a dedans, etc. Je sais ce que je dis et je ne fais pas n'importe quoi. C'est donc l'incompétence et le manque de culture qui tuent le dessin de presse aujourd'hui. Oui, et aussi l'incompétence et le manque de culture des dessinateurs, je le souligne. Alors la frontière, là, en l'occurrence, ça va être le détail de la kippa qui fait que le dessin change, mais la frontière parfois est assez difficile. Où vous la placez, vous, en tant que dessinateur? Comment vous ressentez les choses? À quel moment vous sentez que vous avez passé les bornes? Alors ça, que j'ai passé les bornes, ça, j'essaye de le faire. J'essaye de faire... Ce que vous faites, j'essaye d'être funambule sur la ligne jaune. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je dis des horreurs, je dessine des horreurs, et j'essaye d'être... d'être dans la provocation, mais une provocation qui amène une réflexion, parce que cette réflexion, je l'ai déjà moi-même faite. Dis-je, je me lance des fleurs. Non, on n'a plus le droit de dire qu'on se lance des fleurs parce qu'à cette période où les abeilles vont disparaître, le pollen et tout ça, il n'y a plus de fleurs, donc on ne doit pas les gâcher. Pardon à tous nos amis véganes et écolos. Bon, je dis, je fais mon truc, je fais un travail de réflexion avant, et ce que je mets, je l'assume. Ce que je dis, même dans les pires provocations. Olivier, vous pouvez quand même admettre que parfois vous pouvez... déraper. Alors, pas forcément déraper, mais heurter des gens qui peuvent se sentir dénigrés. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens ou à des groupes de personnes qui peuvent se sentir, moqués voilà. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien fait. Oh non, je veux dire, oui, je le fais. J'y mets pas de méchanceté puisque je cherche pas à détruire les gens. Je vois des trucs, des poncifs, je vois des choses et j'aimerais qu'on se préoccupe de ma sensibilité à moi. Je cite Robin Williams qui avait dit être acteur à Hollywood, c'est être hémophile dans une usine de rasoir. Donc c'est beau, hein. Ah ouais, c'est pas mal, c'est dangereux. Mais je veux dire, les choses que je fais, c'est parce que quelque part, moi, ma sensibilité aussi a été heurtée. Oui, mais vous oubliez de dire que quand vous dessinez, c'est pas un dénigrement pour le dénigrement, j'imagine. C'est une façon de mettre les pieds dans le plat parce que... il y a un message. On peut peut-être justifier. Parce que les poncifs et les choses qu'on se répète à une époque de communication ou de surcommunication où on parle pour ne rien dire. C'est un de mes amis, je fais du name dropping, Eric Giacometti, qui m'avait expliqué ce que c'était que le langage fatigue, qui consiste à vouloir parler avec les gens, mais n'ayant rien à dire. Donc on parle de la météo, puis on parle de sujets, on parle des sujets qui ne fâchent pas, pour simplement pouvoir avoir un échange. Mais c'est creux. Et je suis comme tout le monde. Je subis ce genre d'échange. Je suis de toute façon, comme on s'en aperçoit, assez volubile, assez communicatif. Donc, je subis ça. Et à un moment,
quand les conversations deviennent un peu trop stéréotypiques, creuses, ineptes, je dis une connerie parce que ça me fait du bien et puis parce que ça permet, c'est ça au fait le... Alors je vous prends au mot parce que vous dites bien fait pour ceux que vous dénigrez, mais vous, en tant que juif, on laisse de côté votre activité de dessinateur. Vous êtes face à un dessin de presse comme celui-ci que vous jugez antisémite, comment vous réagissez? Bon là, celui-là, j'ai laissé faire. J'ai dit aussi que le dessin était antisémite quand le journal a été, quand l'histoire est sortie et que on a annoncé qu'ils allaient arrêter les dessins au New York Times. Je me suis pris parfois en MP ou en messagerie privée à des dessinateurs qui ont fait des dessins antisémites, et ceux-là, en général, vous disent « mais non, je suis pas antisémite », parce que ce genre de dessinateurs incultes se disent le dessin, moi je suis pas antisémite parce que j'ai jamais voulu envoyer des juifs dans les wagons, au four crématoire ou à la chambre à gaz. Et les gars ne comprennent même pas ce qu'on peut tenir des propos antisémites, comme on peut tenir des propos racistes sans s'en rendre compte. Et comme leur problème à eux, ça n'est pas de combattre l'antisémitisme ou le racisme, mais plutôt de se dire, mais moi, je n'en suis pas, je suis un monsieur bien, je suis une fille très très bien, etc. Donc ces gens sont dans le déni de ce qu'ils ont fait. J'ai vu des dessins parfois où on a beau dire, mais c'est un dessin raciste, c'est un dessin antisémite. Le type il dit, mais c'est pas possible puisque je ne suis pas raciste. L'exemple que j'ai, c'est Ciné. Ciné. D'abord, oui, non, c'est vrai. Ciné était antisémite, je le dis. Oui, ça peut être différent. Mais vous, par exemple, en tant que rédacteur en chef, vous laissez passer quand même un dessin qui vous paraît, vous, antisémite? Non, j'imagine. Non, si j'étais rédacteur en chef, j'expliquerais aux gars. Mais ce dessin, non, tu changes un peu, tu as débordé. C'est pareil, c'est un dessin raciste. Si vous avez un problème de délinquance, je prends ça, et que vous parler de la question immigrée là-dessus, oui, vous sombrez dans un discours raciste parce que vous attribuez à tous les immigrés la délinquance d'un seul. Bon, et là vous dites mais non, je suis pas raciste, j'ai, comme dit Morano, j'ai une amie noire, j'ai ce genre de choses, mais vous vous rendez pas compte que vous ne pouvez pas justifier, d'autant plus que quand les antisémites parlent de leur ami juif, ce qu'ils disent, c'est « mais toi, t'es pas comme eux. J'ai un ami juif, mais il est pas comme eux. » Mais putain de merde, c'est raciste, c'est franchement antisémite, et c'est la même chose partout. Voilà. Oui, donc l'aspect vraiment de cette frontière, elle est parfois très très mince, et c'est difficile de réagir, c'est difficile de contrer ce type de dessin. Effectivement, dans le cas du New York Times, le dessinateur en question, lui, s'est défendu d'être antisémite absolument, mais ce qu'il avait oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas eu cette réflexion, cette connaissance, cette culture en amont. Et le type, encore aujourd'hui, j'avais lu un papier dans l'IB où il s'expliquait, il disait qu'il n'était pas antisémite. C'est ce que je dis, mais ce type ne comprend même pas les dessins qu'il fait. Ouais, la preuve qu'il faut cette réflexion et ces connaissances en amont. Alors vous, je vais revenir sur votre activité de dessinateur de presse, et en tant que juif, votre humour juif, comment il s'exprime dans vos dessins, dans votre travail de tous les jours? Alors là, c'est difficile parce que je ne sais pas, je fais pas. Vous n'avez pas conscience. Je fais pas de l'humour. Je fais de l'humour, c'est le mien. Ouais. Je fais de l'humour comme je perçois. D'autant plus que ça me fait du tort de le répéter dans la communauté, mais mon père n'est pas juif et je crois que je tiens cet humour. C'est un humour un peu british, un mélange de l'humour juif et de l'humour un peu cynique, oui, ouais. Un peu désabusé. Oui. Mais je veux dire, bon, ben voilà, je fais de l'humour que je perçois, ce que je ressens, ce que je dis. Je m'abrite souvent derrière Woody Allen qui avait dit tout est drôle sinon rien, parce que c'est mon boulot à moi. J'ai trouvé simplement une niche écologique pour moi. C'est j'arrive à déceler des choses qui me paraissent drôles ou qui méritent d'être regardées sous un angle drôle, parce que sinon le reste de la vie serait insupportable. C'est presque une double nature pour vous. Non, c'est ma nature profonde. C'est même la seule, parce que ma femme vous le dira, mes enfants aussi. Je suis incapable de parler sérieusement. Je me suis discrédité auprès de mon épouse et de mes enfants avec ce genre de. Donc ils savent pas comment prendre les choses, hein, quand vous dites passe-moi le sel. Oui. Elle doit se demander est-ce que il y a un double sens. Mais vous savez que je suis capable de dire à mes enfants
comment ça, tu veux pas débarrasser la table? Mais après ce qu'on nous a fait avec la Shoah, comment peux-tu... Oh là là, le papa ashkénaze que vous êtes. Je ne suis pas ashkénaze, Ah bon, je vous ne n'êtes pas suis pas ashkénaze? séfarade, je suis un israélite intégré. J'adore répéter ça. Parce que En plus, j'apprécie le terme israélite. Hein. Ah oui, ça... J'avais mis ça une fois dans l'Arche où un gars, un ashkénaze disait au chef du sentier, mais je suis israélite comme vous. Et les mecs lui répondaient, israélite, c'est comme le tweed, ça fait 20 ans que ça se fait plus. Voilà. C'est ça. Non, je suis mélange d'ashkénaze, je suis en ligne droite maternelle par mon arrière-grand-mère Goldenberg. Ouais. Ah, vous et voyez je bien. suis Je et je sentais suis bien. ladino. Ma famille est d'origine turque, judéo-espagnole. Ouais. Ma grand-mère parlait dans la même conversation yiddish et ladino, c'est-à-dire il y avait que sa sœur et elle qui se comprenaient. Bon, c'est bien, mais comme j'avais fait une fois dans l'album. Vous savez, le yiddish, c'est une langue pour que les gens nous comprennent pas, en fait. Quelque chose comme ça dans les voix du yiddish que j'avais illustré de Léo Rosten. Les parents utilisaient le yiddish pour que les enfants ne comprennent pas. Comprennent pas. Alors, en tout cas, votre humour, qu'il soit ashkénaze, turc, ladino, ashkénaze, séfarade, s'est exprimé dans la BD. Et ça, c'était en 1984. Allez, on remonte un petit peu le temps. Et j'ai adoré ce concept de Sandri-Lélé, comment on a Sondrioleux, c'était très ashkénaze. C'était à Strasbourg. J'étais à Strasbourg à l'époque. Ouais. Et j'avais envie de faire une bande dessinée, mais mon univers était, beaucoup plus juif. Donc j'ai pris le conte de Cendrillon et j'avais fait l'histoire de Cendrillon qui voulait aller en boîte. Son père voulait pas parce qu'il voulait qu'elle garde le magasin, et son oncle rébeu cabalistique lui avait transformé une machine à coudre en voiture et un mannequin en cavalier, en lui disant mais il faut que tu rentres avant que Shabbat ne commence. Dans la bande dessinée, quand elle sortait, je reprends le schéma donc de Cendrillon, elle partait trop tard, donc tout disparaissait, elle se retrouvait perdue, et elle tombait sur un Lubavitch qui était qui proposait de mettre les tefilines à la sortie de la boîte. Ouais. Et là, elle disait, mais un Lubavitch, les tefilines, les phylactères, donc le vendredi soir, même pour un Lubavitch, c'est pas possible. Et le Lubavitch répondait, pas du tout, en ce moment c'est le matin à New York, le rabbi met les tefilines, et si moi je le fais, si le rabbi le fait, moi je peux le faire aussi. Voilà. Donc, j'avais dès le début décidé de me fâcher avec la religion, avec les Lubavitch, avec les pétasses qui voulaient aller en boîte, tout ce que vous voulez. Vous étiez à Strasbourg à l'époque. Ouais. Donc c'était la communauté juive de Strasbourg dans les années 80 que vous tacliez comme ça. Oui. Et alors vous avez continué, vous avez récidivé encore dans la bande dessinée, et là on vous retrouve dans le magazine de l'Arche avec Superman. C'est qui ce mec-là? Superman, c'est forcément, je ne trahis pas un secret, tout le monde connaît l'identité secrète de Superman, puisqu'on la lisait en entier, c'est Clark Kent. Ouais. Mais en réalité, est-ce que vous connaissez sa religion? Non, je rappelle que Superman, il est venu d'une autre planète, il est étranger, en même temps il est devenu journaliste, il veut s'intégrer, et en même temps passer inaperçu. Et toute cette contradiction prouve que Superman, il est simplement juif. Donc moi j'ai fait, d'ailleurs ça avait été dit dans diverses choses où on commençait, les auteurs de Superman, Schuster étaient juifs. Ouais. Et toute la bande dessinée de super-héros était peuplée de dessinateurs ou de scénaristes comme Stan Lee, d'auteurs juifs. Donc je veux dire, il y a quelque chose de profondément juif. On peut dire que j'ai enfoncé des portes ouvertes en faisant de Superman un juif. Ouais, mais c'était sympa de le retrouver. Alors, qu'est-ce que vous lisez en bande dessinée? Il y a eu, depuis les années 80 et même avant, il y a eu comme ça aussi un développement de bande dessinée où on a intégré le judaïsme, on a intégré la religion vraiment, mais aussi la culture laïque. Est-ce que vous en...